l'Europe est très bonne pour signer des traités comme ça, elle est très mauvaise pour suivre le fonctionnement des traités. Très, très, très mauvaise. On essaie d'arrêter les colis Chine, on se rend compte que des colis peuvent venir chez nous comme ça, sans payer de droits de douane. On se dit, ah mince, faudrait les arrêter. Et ben là, c'est pareil. Le SMIC hongrois, il est à 600 €. Et là, on va être concurrencé par des gens qui ont des SMIC encore plus faibles. Dans l'agriculture, ils ont joué le jeu. En fait, ils ont joué le jeu de la mondialisation. Ils se sont équipés, ils ont investi, ils ont baissé les coûts et ils sont devenus plus pauvres. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Toutes les semaines, on entend tout et son contraire sur l'économie et pas que. Alors on est là avec Thomas pour détricoter tout ça. Et depuis plus de 8 ans, le média tient debout. 8 années à défendre une information libre, indépendante, engagée et exigeante dans un paysage audiovisuel français de plus en plus aux mains des milliardaires. Cette année encore, notre seul Père Noël, c'est vous. Alors soutenez le média, le combat continue grâce à vous. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Avec toi aujourd'hui au programme, les agriculteurs mettent la pression jusqu'à l'Union européenne contre le Mercosur en pleine crise agricole en France. Emmanuel Macron lutte-t-il vraiment contre cet accord ? C'est parti. Les agriculteurs français et européens se sont fait voir et entendre jusque devant les portes du Parlement européen à Bruxelles la semaine dernière. En ligne de mire, l'accord UE-Mercosur, cet accord de libre-échange entre l'UE et l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. 25 ans de négociations et face au blocage de l'Italie et de la France, mais aussi de la mobilisation du monde agricole, les dirigeants ont annoncé un report de la signature initialement prévu samedi 20 décembre. Ce report est seulement tactique pour sauver les meubles et désamorcer l'opposition croissante et partagée dans le monde agricole et la société civile, affirme la Confédération paysanne, qui demande un abandon définitif. Thomas, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur l'objectif là, de ce genre de traité de libre-échange ? Il faut bien comprendre que l'Europe a une stratégie commerciale. Depuis 20 ans, depuis 2006, elle a mis en place une stratégie qui s'appelle Global Europe Competing in the World, qui a pour but en fait de signer des traités de libre-échange avec différents pays. Alors elle a déjà signé une quarantaine. Vous voyez, les populations ne sont pas forcément au courant. Par exemple, en septembre, on a signé un accord de libre-échange avec l'Indonésie. Personne n'est vraiment au courant. Pendant la pandémie du Covid, on a signé un accord avec le Vietnam. Donc on signe des accords comme ça de libre-échange. Et ces accords-là sont un peu particuliers parce que c'est des accords qui portent sur les droits de douane. C'est-à-dire que quand les marchandises passent la frontière, elles ont moins de droits de douane à payer. Il y en avait déjà très peu quand même en Europe. Mais c'est surtout des accords qui portent sur les normes, ce qu'on appelle ce qui se passe derrière la frontière. Et là, les normes de production, elles sont différentes sur l'agriculture. La façon dont vous élevez des bovins n'est pas la même, avec ou sans antibiotiques. Les normes de production sur un tas de choses. Il y a des normes sociales, environnementales chez nous qu'il n'y a pas dans d'autres pays. Et le but de ces traités, c'est à terme d'harmoniser ces normes-là pour pouvoir exercer du commerce. Donc, il y a une question de choix individuel. Qu'est-ce que l'on veut comme norme de protection chez nous et pourquoi on devrait y céder ? Et puis, il y a aussi, souvent avec ce genre de traité, une forme de nivellement vers le bas des coûts. Et après, la dernière chose, il faut le dire aussi, c'est qu'au niveau environnement, c'est pas terrible, quoi. Voilà. Mais pourquoi il faut s'y opposer, du coup ? Il faut Alors, le Mercosur en lui-même, pourquoi il faut s'y opposer ? Parce que là, il s'agit d'un traité de libre-échange avec des pays d'Amérique latine, l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay. Et ce sont des pays, en fait, qui, d'un point de vue, notamment le Brésil et l'Argentine, qui, sur l'agriculture, ont des coûts de production largement en dessous des nôtres. Alors, le traité ne prévoit pas d'ouvrir tout le marché, mais prévoit de l'ouvrir en petite quantité, ce qui va exercer une pression supplémentaire sur nos agriculteurs, notamment sur le poulet, sur les bovins, mais aussi sur le sucre. Et donc, est-ce qu'ils ont besoin de ça aujourd'hui ? Je veux dire, ils n'arrêtent pas de se plaindre, on est sur crise agricole sur crise agricole. Est-ce que la solution, c'est de les soumettre encore à une concurrence supplémentaire ? Concurrence qui existe déjà, parce qu'on peut acheter des produits, de la viande d'Argentine, vous pouvez la manger. On peut acheter plein de produits et eux reçoivent plein de produits chez nous. Mais est-ce que ça sert à quelque chose d'augmenter la compétition ? Est-ce qu'aujourd'hui, la question du libre-échange est aussi, autant d'actualité qu'il y a 20 ans ? Je ne crois pas. Vraiment, n'oublions jamais que ces traités ont pour but de favoriser les échanges. Les échanges entre l'Amérique latine et l'Europe ou la France ne se font pas avec des bateaux à voile. Voilà. Et donc, il y a des émissions de CO2 qui vont être ajoutées en plus. Donc, la question, elle est là. C'est qu'est-ce qu'on risque de gagner ? Pas grand-chose. Même les études des gens qui sont pour vous montrent que c'est des gains de 0,05% du PIB à long terme. Voilà. Qu'est-ce qu'on risque de gagner ? Pas grand-chose. Est-ce que ça répond aux problèmes que l'on a chez nous ou en Europe, c'est-à-dire souveraineté, innovation, inégalité, environnement ? Non. Voilà. Est-ce que ça va augmenter la déréglementation climatique ? Oui. Donc, dans ces conditions, pourquoi le faire ?
Voilà. Emmanuel Macron se dit opposé à l'accord avec le Mercosur en l'état. Et c'est en l'état vraiment qui est important à retenir, parce que la France pourrait céder si, par exemple, il y a des clauses miroirs et les opposants à l'accord ou encore les paysans affirment que ça ne va pas du tout enlever le caractère désastreux du traité. Est-ce que tu partages leur point de vue ? Bien sûr, ils ont raison. Parce qu'en fait, ce type de traité, c'est ce qu'on appelle des living agreements. C'est-à-dire, c'est des traités qui ont été négociés pendant des années. Ça fait 25 ans, là. Voilà, ça fait 2000 pages à la fin. Et puis, il y a toujours une possibilité de renégocier constamment les normes. On le voit bien, par exemple, avec le cas du Canada. Là, on était sur un pays plutôt riche, une population plus faible. On avait un avantage très fort sur eux. Mais malgré tout, dans l'agriculture, les Canadiens négocient encore pour qu'on détricote une partie de nos normes et qu'on s'applique plutôt à leurs normes. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête, c'est que ça continue, les négociations continuent. Maxime Combe, qu'on connaît bien ici, économiste et membre du collectif Stop CETA Mercosur, avance qu'Emmanuel Macron est hypocrite sur son opposition au traité. Emmanuel Macron, au Salon de l'Agriculture en février dernier, avait dit que l'accord UE-Mercosur était un mauvais texte et qu'il ferait tout pour le faire dérailler. Et il se trouve que depuis la rentrée, depuis le mois de septembre, depuis que le texte de l'accord est dans les tuyaux de la ratification européenne, la France dit désormais que finalement, peut-être qu'avec la clause de sauvegarde qui a été mentionnée par la Commission européenne, maintenant l'accord serait acceptable. Il ne l'est toujours pas, et donc il se trouve que la France ne mène pas bataille au niveau européen, ne mène pas de bataille auprès des autres capitales européennes pour rassembler une minorité de blocage, un nombre suffisant d'États en Europe, au minimum 4, représentant 35% de la population européenne, ce qui est possible pour qu'ensemble ils bloquent cet accord de libre-échange dès la ratification prévue au sein du Conseil européen. C'est possible et la France ne le fait pas. Comment t'analyses, toi, la position et les actions d'Emmanuel Macron là, sur le traité ? Alors, assez fluctuante en fait. Bon, initialement, il était plutôt contre. Maintenant qu'il voit que la majorité de l'Europe est plutôt pour, sauf la Hongrie et la Roumanie. L'Italie. Et l'Italie se tâte. Voilà, l'Italie se tâte. Et donc, il hésite. On a vu que quand il a été voir Lula, il a dit que finalement, pourquoi pas. Mais que là, la situation est telle au niveau de l'agriculture française qu'il est plutôt contre. Mais je pense qu'il est embarrassé au sein de l'Europe, vis-à-vis des Allemands, comme d'habitude, de se dire « Ah ben mince, si quand même tous les autres y vont et que moi je me retrouve avec des pays d'Europe de l'Est, ça affaiblit la place de la France dans le dispositif. Il préférerait être avec l'Allemagne. Plutôt que d'assumer son idée et voilà, de dire « Voilà, moi je suis la France, je suis contre, et ceux qui veulent venir avec moi viennent avec moi et on en discute. » Il est à se dire... Parce que l'Allemagne, en fait, ce qu'il faut comprendre dans les traités de libre-échange, c'est qu'il n'y a pas que des perdants. Il y a des gagnants. Il y a des pays qui vont plus gagner que d'autres, il y a des filières qui vont plus gagner que d'autres. L'Allemagne est orientée à l'export, elle a BMW, Mercedes, des grandes marques automobiles. Elle se dit que là, son industrie automobile va être gagnante. C'est pour ça que les agriculteurs disent on échange notre agriculture contre des voitures. Exactement, ils ont raison. Elle est prête à plus sacrifier son agriculture. Elle se dit elle va être gagnante. Et puis son modèle est sur l'export. L'Europe de l'Est, eux, ils se disent mince, on est un peu chez nous, on est ceux qui avons les coûts de production les moins forts parce qu'on a le SMIC hongrois, il est à 600 €. Hein, donc, et là, on va être concurrencé par des gens qui ont des SMIC encore plus faibles. L'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine. Donc, ils vont nous voler notre avantage comparatif de coûts de production faibles. Et nous, on se dit que voilà, on va être balayé, comme on a déjà été en partie balayé par l'agriculture d'Europe de l'Est et allemande qui utilise beaucoup de main-d'œuvre d'Europe de l'Est. Hein, et on se dit qu'on va être encore plus balayé. Donc, chacun a des intérêts différents. Mais la question, l'agriculture va être très clairement impactée. Et il faut rappeler une chose, c'est-à-dire que l'Europe est très bonne pour signer des traités comme ça, elle est très mauvaise pour suivre le fonctionnement des traités. Très, très, très mauvaise. Je veux dire, là, on essaie d'arrêter les colis Chine, on se rend compte que des colis peuvent venir chez nous comme ça, sans payer de droits de douane. On se dit, ah, mince, il faudrait les arrêter. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que sur le suivi du respect des normes, du respect des règles que nous avons mis en place dans ce traité par des pays, tout le monde, et le Conseil d'analyse économique le dit dans un rapport, l'Europe est très mauvaise. Donc on va se faire un train, on va dire oui, ça va être qu'une petite partie de la production qui va respecter un certain nombre de nos normes, etc. Et en réalité, à la fin, on n'a pas la capacité à vérifier et vous avez des biens produits différemment qui pénètrent les marchés, comme le fait Chine ou comme l'ont fait d'autres en jouant avec les règles un peu fiscales, comme l'a fait aussi Uber quelque part. Est-ce qu'on peut remettre aujourd'hui en cause l'accord, comme le font là, par exemple Emmanuel Macron, sans remettre en cause le système libéral agricole aujourd'hui ? Je m'explique, la FNSEA ou encore Emmanuel Macron sont pointés du doigt sur oui, d'accord, vous êtes opposé à l'accord, tout en prêchant un modèle agricole exportateur et très productif. C'est vrai. En fait, on ne pourra pas tout avoir.
En fait, c'est un vrai débat d'idées. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vous disent on ne peut pas changer l'environnement, c'est-à-dire on ne peut pas changer la mondialisation. À partir de ce moment-là, nous sommes perdants. Et donc, comme nous sommes perdants, nous voulons être un peu moins perdants, donc il faut s'attaquer aux normes. C'est les normes, les conditions de travail, le coût du travail, avec cette idée derrière qu'il nous faudrait une main-d'œuvre qui soit payée finalement comme l'Europe de l'Est ou comme le Brésil, et puis il nous faut les mêmes normes qu'un pays émergent, et puis dans ce cas-là, on travaillera à armes égales. Ça, c'est la première version. La version de la FNSEA, la version un peu de Macron, la version des libéraux, même la version du Front National. Et puis il y a l'autre version qui se dit, sur la mondialisation, on va perdre. Moi, je suis persuadé qu'on va perdre. Je veux dire, on pourra jamais. On perd déjà. On a tout perdu. Les paysans, on perd des fermes. On perd déjà. Et si on va encore jouer ce jeu, il ne nous restera plus rien. Donc, à partir de ce moment-là, il faut se protéger. Se protéger et faire de l'agriculture, lui donner une autre mission. Le but de l'agriculture française, c'est pas d'être plus compétitif que son voisin pour plus exporter de steak, je ne sais où. Aujourd'hui, ça va être ce que l'on a perdu, la souveraineté alimentaire et la souveraineté de qualité. Donc, il va falloir, en fait, resserrer le marché, le protéger. Mais comme on le protège, la condition contre la protection, c'est de dire, justement, on monte en gamme sur la qualité. Mais on gamme pas par rapport à son voisin, dire, mais nous, on est mieux que le Brésil. Non, mais ça, c'est pas le problème. On monte en gamme réellement. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait une agriculture bio, etc. Enfin, voilà, et ainsi de suite. Et donc là, c'est le deuxième scénario. Et c'est ce scénario, moi, je trouve, qui est le mieux, parce que nous aurons une meilleure traçabilité sur les aliments. Nous aurons des aliments de meilleure qualité, ce qui enlèvera la défiance qu'il y a aujourd'hui vis-à-vis des agriculteurs, mais y compris des distributeurs, en partie avec des cas qu'on a vus, dont on a beaucoup discuté, sur les produits utilisés, les produits chimiques, etc. Et ensuite, on assure des débouchés à nos agriculteurs sur le territoire national, et on leur permet de refaire une meilleure marge, parce que là, ils ont joué le jeu. En fait, ils ont joué le jeu de la mondialisation. Ils se sont équipés, ils ont investi, ils ont baissé les coûts, et ils sont devenus plus pauvres. Donc, est-ce que c'est la bonne voie ? Non. Est-ce que tu peux nous parler aussi du CETA ? Est-ce que ça aurait été gagnant pour l'Europe, la France ? Alors, le CETA, c'est vraiment le traité de libre-échange que les gens mettent en avant pour dire, mais regardez, ça fonctionne. Parce qu'il est passé il y a 6 ans. Hein. Moi, j'étais contre. Maxime Combès et d'autres étaient contre également. Et aujourd'hui, on voit quelques aspects positifs. Mais il faut faire très attention. Déjà, l'accord n'est pas passé en entier. Il n'y a qu'un volet qui est passé. Les gains sont assez faibles. Alors, le champagne en a profité, toujours la même chose, hein, les produits d'appellation contrôlée, la feta, probablement on a profité, parce que là, vous avez le tampon, c'est génial, vous avez accès à un marché, et c'est moins cher, donc vous avez accès à une plus grande population, donc superbe. Mais, encore une fois, je l'ai dit, il y a des négociations très fortes pour faire baisser les normes, justement, hein, et ça continue. Les gains n'ont pas été si élevés, et les gains en termes d'environnement, l'impact environnemental est très élevé, puisque nous importons des sables bitumineux, des pétroles bitumineux qui sont produits dans des conditions quand même assez polluantes. Nous avons augmenté un petit peu les échanges, enfin facilité les échanges. Je ne suis pas sûr que tout ça soit très positif. Et là, on parlait encore une fois d'un pays développé comme nous, avec des différentiels certes, mais pas un pays émergent où là les différentiels de coûts sont vraiment très élevés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que dans le monde dans lequel nous vivons, la mondialisation a été bénéfique pour nous ? Elle a été bénéfique pour certains, d'accord, mais pour une grosse partie, elle a été négative. Et on ne peut pas dire dans des discours, comme Macron le fait sur l'Europe, en disant « nous avons été les grands naïfs ». On ne peut pas dire, comme la semaine dernière, on l'a dit sur Brent, oui, nous sommes les imbéciles du village planétaire, et se dire il faut encore poursuivre ce que nous avons fait il y a 20 ans. Non, il faut changer. Il faut prendre un virage. Et donc, il faut arrêter ces traités de libre-échange que l'on signe comme ça, qui mettent un temps fou, qui occupent des gens, qui sont très technocratiques et peu démocratiques parce que nous ne sommes pas au courant. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne voie à prendre. Et où il y a des gros perdants, ça tue littéralement la mondialisation ou encore les traités de libre-échange, tout ce modèle-là. Et j'ai l'impression les fervents, les amoureux de la libéralisation, de la mondialisation et de ces traités parlent beaucoup des victoires de certains, mais ne parlent pas des pertes de beaucoup qui sont quand même très invisibilisées.
on a parlé des paysans, mais il y a aussi beaucoup d'autres catégories. Mais surtout que les pertes sont vraiment meurtrières, quoi. Ouais. Non, mais surtout, il y a eu une hécatombe sans vouloir faire la... Non, mais on a fait couvrir les marchés. On les a ouverts à l'intérieur de l'Europe avec le marché unique. Le marché unique, des rapports nous promettait 6% de croissance à l'époque. On les a jamais eus. On a ouvert ensuite ce marché unique, une fois qu'il a été ouvert, on l'a ouvert à la mondialisation en signant des traités à tout va. Alors qu'encore une fois, la mondialisation existe. Voilà, elle est déjà là, elle est présente. Mais on veut la croître. On veut la croître comme si, voilà, faut vraiment, elle est présente, mais on veut la croître. Quelle a été la conséquence de ça ? Aujourd'hui, est-ce que les gens gagnent mieux ? Moi, je pense que ça a compressé les salaires parce qu'on nous a toujours dit « Ah, mais regardez la concurrence, regardez là, ils produisent ci, regardez, il faut baisser les salaires. » Je pense aussi que ça a joué beaucoup sur la concurrence fiscale, ce qui justifie après les dotations qui sont beaucoup plus faibles sur les services publics. Donc, non, aujourd'hui, la mondialisation, et nous le voyons tous, a augmenté très fortement les inégalités. Et elle n'a pas été positive. C'est pour ça que vous avez des partis anti-mondialisation qui montent très clairement. Et un sentiment plutôt de défiance vis-à-vis de la mondialisation qui monte très clairement dans la population. Et dans les partis anti-mondialisation, on le rappelle, il ne faut pas marcher dans le leurre du RN qui est quand même très libéral. Et même dans la crise agricole, on le voit, ils sont à tatillon sur qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. C'est compliqué. On l'a dit la dernière fois. Ils visent les normes, en fait, comme les libéraux. Oui, tout à fait. Mais on l'a dit la dernière fois, c'est que là où le RN a pu être malin, c'est qu'à un moment, les partis de gauche, pas tous, mais les partis de gauche de gouvernement, refusaient de prononcer le mot protectionniste. Et vraiment, c'était dans le Parti socialiste, c'était impossible de dire ça. On était tous la mondialisation, l'Europe, etc. Et donc, fallait pas dire le mot protectionniste. Et donc, c'est ce qui explique qu'un certain nombre de bassins qui ont perdu leurs industries dans le nord de la France sont passés du Parti communiste, qui s'associait avec le PS parfois pour gagner les municipales, au RN. Ça a été la période, on va dire, du RN un peu Philippot, qui venait de Chevènement, mais qui s'est complètement refermé aujourd'hui. Aujourd'hui, le RN, il est sur les normes, l'Europe, il est sur les 3%, il veut réduire les déficits, alors que Le Pen, il y a quelques années, il disait que c'était un viol démocratique, les 3%. Enfin, ils ont complètement changé de logiciel. Donc là, le RN d'aujourd'hui, il est très proche. Je veux dire, le RN d'aujourd'hui, c'est la fusion très, très claire avec le néolibéralisme. Et on rappelle que vouloir détruire les normes pour les agriculteurs, les premières victimes de la destruction des normes, ce seront les agriculteurs eux-mêmes. Parce que fin des normes est égal, on peut mettre des produits à tout va. Et les premières victimes d'une agriculture productiviste et chimique, ce sont les agriculteurs eux-mêmes. Bah, on le voit très bien aujourd'hui. C'est le revenu qu'ils gagnent, c'est... même l'exposition aux matières. L'exposition aux matières et la compétition qui est de plus en plus une compétition difficile. Ces traités, ils prévoient le recours à des tribunaux arbitraux en cas de litige avec un pays. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? Oui, en fait, alors c'est ça aussi. Dans un monde où on parle tout le temps de simplification, ce type de traité prévoit, en plus des juridictions nationales, une juridiction extranationale qui serait les tribunaux arbitraux. C'est-à-dire que vous avez investi dans un pays, si vous changez les règles et que l'investisseur perd de l'argent, il peut se dire je vais aller attaquer le pays devant un tribunal supranational et l'État devra payer, donc nous tous, on devra payer de l'argent à l'entreprise qui aura perdu de l'argent. Donc là, on voit bien que c'est encore un cadre qui permet aux entreprises d'être toutes puissantes, en fait, en réalité. Je veux dire, c'est encore un affaissement, finalement, de la politique sur l'entreprise. Donc, l'entreprise, elle s'installe là. Si demain, il y a des normes qui sont contre, parce que, je sais pas, il y a un changement, on décide de resserrer des normes sur l'environnement, on peut dire, mon environnement a changé, c'est plus le même qu'avant quand j'ai mis de l'argent, je suis fâché, donc je porte plainte auprès de ce tribunal supranational qui regardera sur les bases d'un investissement. Avant, elle pouvait porter plainte, mais elle devait aller devant un juge administratif au niveau national. Et parfois, le juge administratif pouvait leur donner raison. Mais il y avait, là, maintenant, elles peuvent choisir, ou peut-être même faire les deux. Donc, voilà, on sent. C'est pour ça que, même là, sur le CETA, les gens disent, oui, mais attendons. La mondialisation, on en fait le bilan longtemps après. On l'a vu avec l'Europe, on l'a vu avec... Et je veux dire, aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire on a été trop naïf. Attendons. Tu vois, je ne comprends pas pourquoi on se dit qu'on était trop naïf et qu'on continue à faire ces traités à droite et à gauche, dans tous les sens, alors qu'en interne, nous avons énormément de problèmes à régler.
Et ça devrait être ça l'urgence normalement. Depuis plus de 8 ans, le média tient debout, 8 années à défendre une information libre, indépendante, engagée et exigeante dans un paysage audiovisuel français de plus en plus aux mains des milliardaires. Et cette année encore, notre seul Père Noël, c'est vous. Alors soutenez le média, le combat continue grâce à vous. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.